Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Un accord est-il possible pour mettre fin à la guerre dans l'est de l'Ukraine? Eh bien, on devrait le savoir dans les heures, dans les jours qui viennent. Un sommet s'est ouvert ce soir à Minsk, capitale de la Biélorussie, avec les principaux protagonistes du conflit, le président ukrainien Petro Poroshenko, le président russe Vladimir Poutine, François Hollande et Angela Merkel. Tous ce soir autour d'une même table pour mettre fin peut-être à un conflit qui dure maintenant depuis 10 mois et qui a fait plus de 5300 morts. Cette fois, un compromis est-il possible? Quelles sont les concessions qui peuvent être faites de part et d'autre? Et si les négociations échouaient, y a-t-il un risque de guerre en Europe? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Dimitri Tkochko. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Russia Beyond the Headlines et vous êtes président du Forum des Russes de France. Jacques Millard, bonsoir. Vous êtes député UMP des Yvelines de la 5e circonscription, membre de la Commission des Affaires étrangères et membre du groupe d'amitié France-Russie. Nous sommes également avec Volodymyr Pozelski. On va le retrouver dans un instant. Le temps d'installer encore nos invités. Mais avant cela, je voudrais, si vous voulez, qu'on parte tout de suite dans l'est de l'Ukraine, où l'on va retrouver notre envoyé spécial, Roméo Langlois. Roméo, bonsoir. Vous allez me dire précisément où vous êtes, parce que vous êtes très mobile dans l'est de l'Ukraine, et surtout nous dire quelle est la situation ce soir, là où vous vous trouvez. Alors nous sommes actuellement à Arteminsk, environ 40 km au nord de Debaltseve, la ville encerclée par les rebelles pro-russes, où il y a des combats très lourds entre les rebelles pro-russes, donc les forces ukrainiennes. En ce moment même, nous pouvons entendre de fortes détonations pour vous donner une idée de l'importance des combats. Nous avons passé une partie de la journée dans la zone de guerre, à environ 12 km environ de Debaltseve, sur la principale route qui amène à la ville assiégée. Les soldats ukrainiens étaient sur les dents, il y avait des explosions absolument permanentes, ils faisaient l'objet de tirs nourris d'artillerie, leurs milices grades répliqués. C'était vraiment des combats particulièrement violents. De nombreux bâtiments ont été touchés et nous n'avons pas pu continuer car la principale route qui mène à Debaltseve serait, selon eux, minée par les séparatistes. Ce qui est en tout cas sûr, c'est que la ville de Debaltseve est coupée du reste du monde. Il est impossible de se rendre à Debaltseve. Même les forces ukrainiennes n'arrivent pas à évacuer leurs blessés et leurs morts par la route. Ils sont obligés de passer par les champs. On parle beaucoup de Debaltseve, mais en fait c'est toute la région donc de Debaltseve qui souffre d'une véritable crise humanitaire. Il y a des centaines, probablement même des milliers de personnes qui sont totalement attrapées, qui sont prises au piège sous les tirs d'artillerie, qui sont cachées dans des souterrains, dans des caves, qui vivent dans des situations extrêmement précaires. Nous avons parlé avec une femme par téléphone de Mironovka, qui est une ville environ 20 km au nord de Debaltseve. C'est exactement la situation que je décris lors d'une distribution de pain, car il y a de très rares et intrépides, particulièrement courageux, volontaires, qui sont vraiment très rares, encore une fois, mais qui de temps en temps, très tôt le matin, quand les combats ne font pas encore rage, tentent d'aller évacuer quelques personnes, souvent les plus âgées, tentent de donner du pain ou de l'eau à ces réfugiés. Eh bien, il y a eu lors de l'une de ces tentatives d'évacuation 3 personnes qui ont été tuées, plusieurs autres ont été blessées. La situation est donc particulièrement critique dans toute la région. Vu depuis le terrain, je peux vous dire que les porte-paroles, les négociations, les pourparlers de Minsk semblent bien loin. Merci beaucoup. Merci Roméo Langlois, envoyé spécial de France 24 dans l'est de l'Ukraine. Avec nous sur le plateau, Volodymyr Pozelski, vous êtes président de l'association Ukraine en Europe, et Jacques Rupnik, bonsoir monsieur, directeur de recherche au CERI et à Sciences Po, auteur de Géopolitique de la démocratisation, et c'est aux éditions Presse de Sciences. De Sciences Po, pardonnez-moi, excusez-moi, Presse de Sciences Po. Vladimir Pozelski, est-ce que vous pensez, c'est la question que tout le monde se pose ce soir, que cette fois, ce sommet de Minsk a des chances d'aboutir à un accord de paix? Je trouve qu'on peut attendre au mieux l'arrêt des combats et par conséquent le gel de ce conflit. Parce qu'il y a des divergences de fond entre la position russe et la position des Occidentaux depuis longtemps, depuis le début du dossier ukrainien. Parce que la Russie, moi je trouve qu'il n'y aura pas de solution politique à ce conflit le temps que Poutine restera au pouvoir. Parce que la direction russe applique à l'Ukraine la doctrine de la souveraineté limitée. Comme à l'instar des anciens pays du bloc communiste, la Russie ne reconnaît pas à l'Ukraine le droit de disposer pleinement de sa souveraineté. Et donc, dès que l'Ukraine voulait se rapprocher de l'Union européenne, signer un accord d'association,
Poutine a fait la pression sur Yanukovych pour qu'il ne signe pas l'accord d'association. Et ensuite, après la révolution de Maïdan, la Russie a annexé la Crimée. Et aujourd'hui, ce qu'il veut, la Russie, il veut que l'Ukraine reconnaisse de facto l'indépendance du Donbass. Il veut que l'Ukraine finance le Donbass. Mais il veut, par le biais du Donbass, continuer à conserver son influence sur l'Ukraine pour empêcher à l'Ukraine de se réformer, de se rapprocher de l'Union européenne. Dimitri de Koshko, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Vladimir Pozelski, qui est très pessimiste parce qu'il dit finalement ça ne changera pas, il n'y aura pas d'accord de paix tant que Vladimir Poutine reste au pouvoir. Ça peut durer encore longtemps. Alors, ces négociations, évidemment, tout le monde espère que ça peut quand même donner quelque chose. Comme l'a dit le président Hollande, s'il peut y avoir un règlement, c'est un règlement sur le fond. C'est pas un compromis cette fois-ci. Ce qui aurait tendance à militer pour une petite faiblesse de ces négociations, c'est que le président Poroshenko, lui, est allé en disant il faut simplement obtenir un cessez-le-feu. Et puis qu'il a fait des déclarations à Kramatorsk, notamment, une ville où il y a eu des combats, en disant vous allez voir, on va recevoir des armements et on va pouvoir y aller. Donc c'est un peu contradictoire, on sent pas bien où Mais vous y croyez à cet accord? J'ai un souci, là c'est difficile à dire quand même, j'ai un souci, c'est que quand même les belligérants, en fait, une des parties belligérantes, qui sont quand même les Ukrainiens de l'Est, ne sont représentés que dans le groupe de contact qui est avant. Donc c'est un peu embêtant, parce que c'est quand même eux qui sont sur le terrain. C'est Vladimir Poutine qui les représente, là, en l'occurrence. Oui, enfin, pas vraiment. Le problème, c'est que pas vraiment. Parce que dans toute cette histoire, avec l'approfondissement du conflit, vous avez plusieurs tendances, aussi bien du côté kievien, vous avez le Premier ministre Yatsenyuk et Poroshenko, qui sont pas forcément toujours sur les mêmes lignes et qui sont obligés de se faire des surenchères politiques. Et du côté de Poutine, il est quand même pris entre deux feux. Poutine, il est pris d'un côté entre des gens qui sont, je dirais, pro-occidentaux, pro-américains, on dit en Russie, ou bien qui sont au contraire sur une ligne très nationaliste. Et ceux qui combattent dans le Donbass, c'est-à-dire des Ukrainiens, mais qui sont quand même d'origine russe, sont plutôt sur une ligne assez nationaliste. Donc ils n'écouteront pas forcément ce que va leur dire Poutine. Vous lisez leur texte, c'est exactement ce qui en ressort. Jacques Repring, est-ce que vous pensez qu'on peut parvenir dans les heures, dans les jours qui viennent, à un accord et que cette fois-ci, ça peut tenir? Écoutez, on a eu un accord à Minsk au mois de septembre. Il avait, je crois, 12 points. La plupart ont été ignorés dès le lendemain. Donc, il faut être prudent. Je crois que quand même, la situation est tellement grave et je crois que tout le monde mesure tellement les risques qu'il pourrait y avoir dans un embrasement qu'on peut quand même espérer quelques points d'accord. Peut-être pas 12 points, mais il suffirait qu'il y en ait 2 ou 3. Bien sûr, commencer par un cessez-le-feu, retrait des armes lourdes côté russe en particulier, le soutien de militaires russes fournis au groupe séparatiste. Et sur le plan politique, alors, reconnaissance de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais aussi l'idée d'une décentralisation pour ces régions de l'Est, une autonomie assez large donnée à ces régions du Donbass. Est-ce que ça, ça, je sais que c'est l'objectif qui est poursuivi par la diplomatie. Mais on dit que Vladimir Poutine allemande voudrait plutôt la fédéralisation et que la décentralisation, c'est pas suffisant. Oui, mais ça, la fédéralisation, vous savez, le problème, c'est que le mot fédéralisation, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Et ça dépend qui le propose. Derrière le mot fédération, on craint le fédérateur. Et s'il y a un an, le gouvernement ukrainien avait proposé une sorte de fédéralisation, entre guillemets, de l'Ukraine, ça aurait été dans une optique de décentralisation. Mais à partir du moment où c'est Poutine qui propose... Oui, il y a une sorte de surenchère, vous voulez dire, verbale. Donc, non, et c'est surtout qu'on sait que c'est simplement, à ce moment-là, un moyen simplement pour établir une zone d'influence sur un territoire qui serait pu un territoire contrôlé par le pouvoir de Kiev. Donc voilà, chacun met derrière le mot fédération ce qu'il veut. Jacques Millard, vous pensez qu'on va parvenir cette fois à un accord? On va d'abord commencer par essayer d'engranger un point positif, à savoir qu'il y a une conférence dans laquelle les principaux intéressés sont là, autour de la table. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Donc moi, je me félicite de l'initiative qui a été prise par la France et l'Allemagne et qui ont permis d'amener tout le monde aujourd'hui à Minsk. Il faut quand même...
Donc ça, c'est le premier point positif. Deuxième point, c'est qu'effectivement, on voit bien que chacun est en train de faire monter les enchères de part et d'autre pour essayer d'avoir la position la plus forte. Alors, c'est bien sûr des combats, malheureusement, parce que ça, c'est classique dans ce genre de conflit. Vous avez des gens, quand, vous savez, en Corée, on négociait et puis on disait « Ah, mais non, là, ce point, on l'a ». Il n'était pas pris par l'ennemi, mais immédiatement, l'ennemi attaquait. Donc là, on a une montée en puissance militaire. Donc il y a un moment, il va falloir calmer le jeu, etc. Troisièmement, je m'étonne qu'on puisse dire qu'on va subordonner le règlement de ce conflit au départ de M. Poutine. Alors là, les enchères sont vraiment montées de plus qu'un cran. C'est monté de 10 crans. Donc il y a un moment, il faut raison garder. Et puis il va falloir faire preuve de part et d'autre d'un peu d'imagination et de modération. Parce que effectivement aujourd'hui c'est une guerre civile et dans la guerre civile, si on veut maintenir de part et d'autre les principes tels qu'on les a toujours admis, ben, il n'y aura pas de solution. Alors il est clair que du côté de Kiev, il va falloir sans doute admettre, je ne sais pas si ce sera le fédéralisme, mais une très large autonomie. Ça, c'est clair. Et vous n'empêcherez pas ces gens-là d'avoir des contacts avec qui ils le souhaitent, parce que sur le plan linguistique, sur le plan économique, sur le plan ethnique, entre guillemets, il est bien clair qu'ils sont très proches de la Russie. Et puis Kiev doit prendre conscience qu'effectivement, il ne faut pas, je dirais, agiter à longueur de temps la possibilité de rejoindre l'OTAN, la possibilité de recevoir des armes. Ça a l'air d'être terminé. Cette histoire. Attendez, ça c'est François Hollande qui l'a dit. C'est François Hollande qui l'a dit. Et la France l'a toujours dit d'une manière très ferme. Mais il y a un deuxième problème, c'est qu'il ne faudrait quand même pas que nos amis américains poussent le bouchon un peu trop loin. Parce que lorsqu'on voit des vidéos dans lesquelles vous avez des Américains, visiblement, qui sont déguisés en soldat ukrainien à Mariupol, et quand une journaliste ukrainienne s'adresse en ukrainien et qui répond dans un américain parfait, « Get out of my face », c'est-à-dire « casse-toi », hein, eh bien on peut se poser des questions de savoir qui est-ce qui intervient de part et d'autre. Donc de part et d'autre, il va falloir que la tension... Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des Américains au sol dans l'Est de l'Ukraine. C'est évident, enfin je sais pas... Bien sûr. Jacques Krupnik, il a pas l'air de... Je suis désolé. Les compagnies privées. Des compagnies privées. Blackwater, etc. Voilà. On veut mettre sur le même plan l'ingérence directe militaire russe dans l'est de l'Ukraine avec la présence supposée de... Pas supposée, avérée, monsieur. Avérée. S'il vous plaît, ne vous cachez pas derrière votre doigt. Les Américains, dans cette affaire, ont joué les apprentis sorciers. Je le dis comme je le pense. Et il est inadmissible que l'on ne puisse pas aussi leur dire « calmez-vous ». Écoutez, l'idée que ce conflit a été déclenché par les Américains est visible. Il y avait au départ... Il n'est pas très risible. Il y a des études faites par des Américains. Je vous demande... Jacques Krupnik. Allez, Jacques Krupnik. 30 secondes. Moi, je ne suis pas venu ici pour une foire d'empoigne. J'espère que... Oui, mais utilisez des arguments qui soient rationnels. Voilà, ben, rappelons simplement que à l'automne 2013, un accord d'association avec l'Union européenne devait être signé par l'Ukraine, que sous la pression de Moscou, cet accord n'a pas été signé, ce qui a déclenché le mouvement et qui a mené au renversement du pouvoir en place. C'est pas les Américains qui ont empêcher l'Ukraine de signer cet accord. C'est pas eux qui ont poussé les gens à descendre dans la rue sur la place Maïdan avec des drapeaux européens et faire un coup d'État. Voir derrière tout ce qui se passe en Ukraine, le complot américain est assez risible. Donc oui, il y a maintenant une situation grave et c'est vrai aussi que les Européens et les Américains n'ont pas forcément les mêmes approches de ce conflit. Maintenant, merci de le reconnaître. Il y a la négociation qui est menée par des Européens, c'est très important, français et allemands. Il y a du côté américain un débat sur faut-il ou pas armer les Ukrainiens. Voilà, c'est-à-dire, ça montre l'autre option. Si les négociations échouent, si la diplomatie devait échouer, il y a l'option de la guerre. D'autres options, et évidemment... La guerre fait partie de ces options. La guerre, elle existe déjà. Oui, mais une guerre qui prend de l'ampleur. Voilà, c'est une façon, je crois, pour les uns et les autres de mesurer l'ampleur des enjeux. Et ça peut amener peut-être à chercher des compromis sur le plan diplomatique. Alors, on va faire une petite pause, le temps du rappel des titres, et on reprend la seconde partie de notre débat. À tout de suite.